On va, en fait, on va, oui, on va pas faire véritablement chacun une partie, d'autant que Arnaud, qui s'excuse donc, ne peut pas être là. Alors, on va le faire d'une manière assez simple, tous les deux, comme on avait l'habitude de le faire. C'est vrai que c'est la 8e année où nous avons l'occasion, Bernard et moi, et la 2e année avec Arnaud, le roi, que nous présentons ce rapport d'information sur la présentation des négociations climatiques à la veille des conférences, des COP. Cette année, c'est quand même un peu particulier, bon, parce qu'elle se tient à Paris, bien sûr, et je dirais que c'est aussi particulier parce que finalement, parce qu'elle se tient à Paris sans doute, je crois que le niveau d'information des uns et des autres, le niveau de sensibilisation est particulièrement important. Il y a quelques années, quand on parlait de la COP d'Urban, quand on parlait de la COP de, de Lima, c'était peut-être un petit peu différent. Mais enfin, même si je suis persuadé que vous toutes et tous vous êtes mieux informés que de coutume, il était indispensable, compte tenu de l'importance de cette conférence, la 21e, donc après Kyoto, c'est la 21e après Kyoto, il était important de faire ce rapport d'information pour aussi montrer que l'Assemblée nationale suit de manière très précise l'évolution des négociations sur ce sujet qui est très important. Donc, ce que je vous propose avec Bernard, c'est que donc on aille assez vite et assez sur les points essentiels. Ouais, assez sur les points essentiels finalement. Hein. Cette COP là de Paris doit marquer un point d'étape très important. C'est la feuille de route qui avait été fixée dans les différentes COP qui ont précédé. Donc je vous citerai Lima, qui est la dernière. Il avait été convenu à Lima que tous les pays du monde devaient présenter une feuille de route. C'est pas tout à fait le cas, mais enfin on n'en est pas loin aujourd'hui. On va vous en parler. Et puis qu'il y ait des engagements clairs de la part de chacun, quoi, de façon à ce qu'on puisse atteindre, par des objectifs qu'on va se fixer, qu'on puisse atteindre un seuil de dépassement de 2 degrés de la température globale du globe, mais pas plus de 2 degrés supplémentaires. Parce que ça poserait, d'après tous les scientifiques, du GIEC en particulier, ce réchauffement climatique, s'il dépassait 2 degrés, risquait vraiment là d'entraîner une spirale qu'on peut qualifier d'infernale. Donc c'est pour ça que tous les scientifiques sont d'accord pour considérer qu'il ne faut pas qu'on dépasse 2 degrés. Voilà. Alors Bernard, tu veux poursuivre ? Bon, un mot, puisqu'on fait ça à deux voix. Quels sont les enjeux finalement ? Ils sont un peu connus, mais c'est bien de les rappeler. La communauté scientifique, à travers le GIEC, depuis maintenant 5 rapports, depuis près de 20 ans, alerte les pouvoirs publics au niveau international sur le danger de laisser faire en sorte que l'augmentation du dioxyde de carbone, c'est-à-dire du CO2, puisse réchauffer évidemment la planète. Le dernier rapport du GIEC est très intéressant dans ce sens, puisqu'il a juste 1 an, et il a, à mon sens, 3 idées fortes. Et en tout cas, il pose sur la table 3 idées fortes. 1, il tord le cou aux climato-sceptiques, puisqu'il affirme que 95% finalement du réchauffement est bien dû à l'activité humaine. Et en particulier, bien sûr, aux énergies carbonées, qui malheureusement sont dans les gènes de la Terre, puisque c'est à la fois le charbon, à la fois le pétrole et à la fois le gaz, et que c'est 80% de l'énergie que l'on consomme et dont on a besoin pour faire de la croissance et pour élever le niveau de vie des populations. La deuxième chose, c'est que si nous n'y prenons garde, à l'évidence, eh bien, on aura des désagréments, pour ne pas dire plus, qui seront planétaires sur évidemment le climat, sur évidemment
la sécurité sanitaire, sur évidemment la sécurité alimentaire, sur le déplacement des populations. Bref, on sait à peu près que si nous n'arrivons pas à maintenir cette température aux alentours des 2 degrés, si possible à 1,5 degré, on aura des désagréments qui seront des désagréments énormes pour la planète. La troisième chose qui n'est pas neutre, c'est que dans ces désagréments, on peut les quantifier, on peut commencer à les quantifier. C'est grosso modo, d'après le rapport du GIEC, si nous ne faisons rien, c'est grosso modo une élévation de température d'environ 4,5 degrés, 4,8 degrés. Alors là, on change complètement d'échelle. Si nous arrivons à la maintenir à 1,5, 2, c'est quand même là que c'est quand même la cible. Nous limitons quand même, entre guillemets, les dégâts. Si par contre rien n'est fait et si on laisse à volo la situation, alors 4,5, ce sont des désagréments qui sont des désagréments extraordinairement profonds. Voilà donc la cible et voilà pourquoi la communauté internationale s'est mobilisée sur le sujet. Après, la négociation de Paris, comme l'a dit Jérôme, elle a plusieurs facettes. La première facette, me semble-t-il, c'est de dire comment pouvons-nous embarquer, passez-moi cette expression, la majorité des pays des Nations Unies dans cette aventure. Il faut se rappeler quand même qu'il y a déjà eu un précédent, c'est Kyoto. Kyoto, c'était 97, ça a été mis en œuvre en 2005, et c'est 55 pays qui se sont engagés. Le résultat de Kyoto n'était pas à la hauteur de nos espérances, puisque l'augmentation, enfin la diminution des émissions de CO2, c'était 5% entre 2008 et 2012, c'était la cible. Le résultat a fait qu'on a terminé à plus 34. Plus 34, alors que la cible, c'était moins 5. Avec beaucoup de pays qui avaient signé des engagements précis et qui se sont retirés, y compris retirés de Kyoto d'ailleurs. Retirés même au dernier moment, oui. Je pense par exemple au Canada, 15 jours avant la reconduction, la Russie, etc. Donc on a un précédent, mais c'était déjà, je dirais, une première approche et en tout cas un premier effort de fait par la communauté internationale. Donc la première question, c'est comment pouvait-on, je dirais encore une fois, embarquer un nombre de pays considérable, non pas 80, non pas 100, mais pratiquement les 195, dans un accord international. Ça a été fait grâce finalement un peu à Lima et à Durban, où on a acté le fait qu'il y ait ce qu'on appelle en langage onusien les INDC, c'est-à-dire en fait les feuilles de route que devait remonter chaque pays au cours de l'année 2015, avant la COP parisienne. Ça n'a pas trop mal marché, puisqu'il y a plus de 160 pays qui ont renvoyé leurs feuilles de route, qui représentent grosso modo 90 à 92% des émissions de CO2. Donc je dirais que de ce point de vue-là, l'objectif est presque réussi, ou pratiquement réussi. Le seul petit problème, c'est que c'est du déclaratif. C'est-à-dire que les pays prennent leurs feuilles de route, l'écrivent, nous la transmettent aux Nations Unies, au secrétariat des Nations Unies pour l'environnement, et puis ils y mettent un peu ce qu'ils veulent dans leurs feuilles de route. Et donc, comme c'est du déclaratif, il n'y a rien d'impératif et il n'y a rien pour l'instant de contrôlé. Puis la deuxième question, c'est que quand on fait les additions, on est loin du compte. On n'est pas du tout à, si on s'en tient aux engagements non contraignants dans l'état actuel des choses pris par les 180 pays qui ont fait remonter leur feuille de route, on est loin d'atteindre seulement une augmentation de 2 degrés. On sera plutôt, effectivement, bien au-delà de 2 degrés. Absolument, Jérôme a raison. Quand on collationne toutes ces feuilles de route, ça a été fait par les Nations Unies tout début octobre. Alors à l'époque, il y en avait que 119 qui avaient été collationnés. On s'apercevait que c'était plutôt du 3 degrés. Il y a une petite polémique d'ailleurs sur ce sujet, puisqu'il n'y a qu'un seul organisme qui a fait cette évaluation, parce que c'est assez compliqué quand même. On est plutôt, nous, sur l'idée des 3,5 degrés, ce qui est très loin quand même de la cible de 1,5 à 2. Donc ça, c'est la première idée. Donc c'est du déclaratif, c'est la bonne volonté des États. Ils ont pour la plupart répondu à cet appel, mais comme on dit chez nous, en langage provençal, ça ne fait pas la maille, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à notre cible, on en est très loin. Et je vais vous prendre un exemple chiffré qui va tout de suite vous éclairer. En 2000, la communauté internationale, la planète en général, tous les pays confondus, renvoyaient 40 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. 40 milliards de tonnes. Gigatonnes, c'est milliards. 40 en 2000. Cette année, c'est 50.
En 2030, puisque c'est l'objectif, le premier objectif, c'est 60, si nous ne faisons rien. Donc vous voyez un petit peu la progression. 40 gigatonnes, 50, 60. Avec les INDC, c'est-à-dire avec toutes les feuilles de route qu'on a collationnées aujourd'hui, on ne ferait pas 60, on ferait 56. Pas mal, ça fait moins 4, moins 3,6 exactement. Mais on est très loin de la cible, puisque pour faire les 2 degrés, il faudrait faire 42. Donc vous voyez, 40 en 2000, 50 aujourd'hui, 60 en 2030 si on ne fait rien, 56 si on fait quelque chose, avec ce qu'on a sur la table, et 42 pour faire les 2 degrés. Donc vous voyez que la cible, elle n'est pas du tout atteignable. Il y a un deuxième exemple qui est pas mal, c'est l'épuisement de notre quota finalement. On estime qu'il nous resterait grosso modo 1000 milliards de tonnes à l'horizon 2030, enfin à l'horizon 2100, pardon, et qu'on en a consommé déjà une grande partie. Donc on peut prendre le problème par les 2 bouts. Quel que soit le bout par lequel on le prenne, les scientifiques nous alertent en disant attention, on n'est vraiment pas dans la cible. Donc par rapport à tout ça, les gouvernements de tous les États des Nations Unies, donc 195, ont préparé ces derniers mois la conférence de Paris, dans des conditions que vient de rappeler Bernard, où chacun fait remonter ses feuilles de route, et à partir de là, ils ont essayé de bâtir qu'est-ce qui pourrait être les termes d'un accord. Et aujourd'hui, à la veille de la tenue de la COP, de l'ouverture de la COP, qui va s'ouvrir lundi prochain, après une pré-COP qui s'est tenue à Bonn il y a quelques semaines, il y a quelques jours, fin octobre, il s'avère que le document qui sort de la conférence de Bonn est largement considéré comme très problématique. Par exemple, notre amie Toubiana, qui est l'ambassadrice française chargée des négociations sur le changement climatique, a considéré, ouvrez les guillemets, que ce texte n'est pas celui que j'avais espéré pour le début de la conférence de Paris. Donc il y a beaucoup de choses qui restent à l'heure actuelle, à l'heure où on vous parle, dans la négociation, et dans une négociation qui va buter sur des points durs, évidemment. Alors pourquoi ce que dit Jérôme est important? Parce que exceptionnellement cette année, là c'est un effort à porter au crédit finalement de la communauté internationale et même du gouvernement français, il y a eu 3 sessions de négociation à Bonn. D'habitude il y en a une avant chaque COP. On en a fait 3, dont la dernière au mois d'octobre. Donc pour essayer vraiment de mâcher le travail de la COP elle-même, parce qu'on sait très bien que si le document qui arrive à la COP est de mauvaise facture, ça va être très compliqué pour le négocier. Alors malheureusement, on est parti avec un document qui faisait plus de 100 pages. Vous imaginez, comment voulez-vous faire un accord avec un document de plus de 100 pages? On l'a réduit, on l'avait vraiment réduit à une vingtaine, 25 pages. Malheureusement, à la dernière session de Bonn, au mois d'octobre, il est remonté à 55 pages, dans la mesure où les pays en voie de développement n'étaient absolument pas d'accord avec le schéma et avec la feuille de route qu'avaient mis sur la table les Nations Unies, parce que finalement, ils estimaient que beaucoup de leurs préoccupations avaient été rayées du document. C'est-à-dire qu'on part de 100 pages, évidemment on enlève des paragraphes, des paragraphes, des paragraphes, et les pays en voie de développement ont dit « mais attendez, ça ne marche pas. Vous ne nous calculez pas, vous ne prenez pas en compte nos considérations, et donc on fait un clash ». Donc il y a eu des clashs, et quand on se retrouve aujourd'hui avec un document qui fait plus de 50 pages, et ce document brut va arriver le 30 sur le bureau des négociateurs pour essayer d'en sortir quelque chose 10 jours après. Donc c'est compliqué. Faut pas croire que tout roule bien. Hein. C'est vraiment très très compliqué. Voilà un peu le document. La deuxième chose, c'est quelle ça va être la nature de l'accord. C'est important. Nous, on veut, tout parti confondu, que ce soit un accord juridiquement contraignant. Et c'est pas un lubie, c'est pas on fait pas la danse des 7 voiles en disant il faut un accord juridiquement contraignant. Parce que s'il n'y a pas d'accord juridiquement contraignant, ça complique un peu les choses. Et du moins, ça affaiblit la portée, la robustesse de cet accord. Et là, on se heurte à des problèmes qui sont multiples.
Parce que pour faire un accord juridiquement contraignant, il faut qu'on trouve le véhicule de cet accord. Et le véhicule, ça peut être quoi? Ça peut être un traité international, ça peut être éventuellement un codicile à rajouter à des mémorandums, etc. Or, les États-Unis, vous l'avez vu par la voix du secrétaire d'État John Kerry il y a 3 semaines, ont dit pas question d'avoir un accord juridique contraignant. Pourquoi? Parce qu'évidemment, aux États-Unis, le Congrès américain est vent debout contre un accord. Il y a eu un précédent, j'ai l'habitude de le rappeler, c'est l'affaire Clinton. Clinton est président des États-Unis. Pendant le Kyoto, il vient et il dit « Banco, je signe ». Il rentre aux États-Unis, il est désavoué par le Congrès. Depuis ce temps-là, les Américains, en tout cas les présidents américains, font tête basse, en particulier Obama. Et la majorité actuelle du Congrès américain, de toute façon, y serait très hostile. Mais même quand la majorité était démocrate, ce qui était le cas au temps de Clinton, c'est le Sénat américain qui ratifie, hein, c'est pas la Chambre des représentants. Absolument. Mais le Sénat américain était, comme l'a rappelé Bernard, vent debout. Il y a eu que quelques voix à peine, hein, sur une centaine de À l'époque, sénateurs. d'ailleurs, Jérôme s'en rappelle, on a été plusieurs fois au Congrès américain. La dernière fois, on y a été au mois de février pour essayer de mesurer un peu comment on pouvait contourner les difficultés. Bon, là, évidemment, avec la majorité à la fois républicaine dans les deux chambres, tout est enterré, c'est pas possible. Alors, l'administration Obama, qu'on a rencontrée au mois de février, avait essayé juridiquement de contourner l'accord du Congrès. Ils avaient trouvé quelques pistes. À l'époque, c'est ce qu'ils nous avaient expliqué, pistes juridiques, en particulier sur le Clean Air Act de 63, en tordant un peu les choses, et grâce à l'Agence pour l'environnement américaine, en disant, bon, on peut être réglementairement, on peut peut-être contourner le Congrès. Alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est les déclarations de Kerry, qui, il y a 3 semaines, comment, me dit, de toute façon, bon, juridiquement contraignant, n'y comptez pas. Donc voilà un peu où on en est. C'est quand même important parce que la nature du document va peser dans sa robustesse et dans sa crédibilité. Si c'est simplement une feuille de papier un peu améliorée qu'on signe et qui n'a pas de portée juridique, on est dans les difficultés. Il faut s'entendre aussi sur la portée juridique. Voilà. Un accord contraignant, comme c'était à Kyoto, on va dire, c'est-à-dire on s'est engagé. Mais il y a des difficultés de contrôle et il n'y a aucune sanction à la clé possible, sur lesquelles, en tout cas, il est possible de s'entendre. Les pays du monde, les États-Unis, la Chine, l'Europe, sont-ils prêts aujourd'hui à dire on s'engage et si on ne respecte pas ces engagements, on accepte d'être sanctionné? Comment, hein? On en est loin, vous comprenez bien. Donc voilà, j'ai un peu l'impression, pour suivre ces affaires avec Bernard et Arnaud depuis quelques années, que finalement, même si la conscience du problème a grandi. Je veux dire, le réchauffement climatique n'est quasiment plus un sujet de débat. Il y a que réchauffement climatique. Mais hormis, si vous voulez, cette prise de conscience qui est maintenant très générale, je me souviens, y compris dans des pays comme l'Inde et tout ça, où les choses évoluent de ce point de vue-là, bien sûr. Mais ce qui n'évolue pas, j'en vois pas encore, même à la veille de l'ouverture de la COP 21 à Paris, ce qui n'évolue pas, c'est un accord contraignant, juridiquement contraignant, avec des contrôles à la clé pour que ça puisse être un accord vérifié, et un système de sanctions qui ferait en sorte que les pays, en tout cas, seraient respectueux de cet accord. Parce que s'il n'y a aucune conséquence au fait que, comme c'était à Kyoto en fait, aucune conséquence qu'un pays ou un groupe de pays ne respecte pas ses engagements, ben on peut craindre que dans un cadre d'économie mondialisée où chacun y va de chacun pour soi, allons-y la compétition entre les uns et les autres, que ça continue malgré tout d'être un petit peu la même chose. Peut-être un point de détail. La France a beaucoup travaillé avec sa diplomatie sur le sujet. Et avec la Chine, on a acté, alors on verra si ça se traduit dans l'accord, l'idée de faire une clause de révision tous les 5 ans. Et on s'accroche un peu à ça. Alors bon, c'est pas le haillon qui va cacher la misère, mais moi je suis un tout petit peu dubitatif sur cette affaire. C'est bien que la communauté internationale
si c'est effectif, parce qu'il y a des pays encore, je pense à l'Inde par exemple, qui ne veut pas en entendre parler. Mais on peut peut-être avancer sur ce sujet en disant, attendez, c'est un travail de longue haleine, donc il faudrait quand même si l'outil n'est pas suffisamment contraignant, et surtout s'il n'y a pas, je dirais, des sanctions qui sont fortes sur les pays qui ne tiendraient pas leur feuille de route, au moins faisons une révision tous les 5 ans des ambitions et des engagements des uns et des autres pour quand même tirer la sonnette d'alarme. Voilà où on en est, quoi. Alors, on ne peut pas non plus se satisfaire simplement de ce codicile si en plus on l'obtient. Parce que, bon, c'est un peu court. La nature du traité, elle est importante, ou en tout cas du mémorandum. Mais ensuite, ce qui est vraiment très important, c'est quand même qui contrôle. Et une fois qu'il y a un contrôle, c'est-à-dire est-ce qu'on a un organe juridiquement fondé, crédible, qui puisse être indépendant et qui puisse contrôler quand même. Il y a quand même un minimum. Et si ensuite, on se revoit tous les 5 ans pour constater que la situation empire, n'a pas avancé, ça ne suffira pas à nous donner satisfaction. À tenir la cible. Absolument. Et donc voilà. Donc vous voyez que c'est compliqué. On a du déclaratif avec les feuilles de route des pays, mais qui les engage que très modérément. 2, on n'a pas encore la vision de l'outil juridique qui va sortir de la négociation. 3, on sait d'ailleurs que quel que soit l'outil juridique, on n'a pas l'outil derrière, si vous voulez, de contrôle et surtout de sanction. Et 4, il y a un autre sujet qui n'est pas neutre, on va en dire un mot, c'est le financement. C'est même un des problèmes aujourd'hui qui est mis en avant par beaucoup de pays sur le fait qu'ils ne veulent pas prendre d'engagement. Parce qu'on leur demande de prendre des engagements par rapport à des niveaux d'émissions futurs et sans prendre d'engagement encore définitif, on en est même loin, sur le plan des aides financières. Et à ce moment-là, ils nous disent évidemment, vous nous demandez de prendre des engagements sans nous donner les moyens, sans que nous ayons les moyens et sans nous les donner. Et sans vous-même que vous puissiez vous engager à nous les donner. Donc c'est là aussi, dans le document préparatoire, qu'il y a un point d'achoppement très fort. Alors, sur les problèmes du financement, il y avait quelques outils qui avaient été mis en place par les Nations Unies. En particulier, il y en a un qui avait été mis en place il y a quelques années, qui était le Fast Start, qui avait plutôt pas mal marché. Bon, départ rapide pour essayer de, passez-moi cette expression qui n'est pas usitée, mais de mettre un peu de charbon dans la machine pour lancer les opérations. Parce que rappelons quand même que l'engagement du Fonds vert, en particulier les fameux 100 milliards de dollars par an à partir de 2020, c'est un engagement de Copenhague, de 2009, de la COP de Copenhague. Bon, c'est là où, en but finalement à un accord qu'on n'arrivait pas à trouver, on a réussi quand même à faire une ligne sur le financement en disant, allez, on va créer un fonds vert, on va y mettre 100 milliards de dollars par an d'argent public et privé. Où en est-on dans cette affaire ? Sur le fonds vert, on est à 10 milliards. On est à 10 milliards sur les 100 milliards. Imaginez un petit peu, on est loin de la cible là aussi. Alors, il y a un petit point positif qui est gentil, je le cite parce qu'il faut positiver, c'est que le 5 novembre dernier, le conseil d'administration du Fonds vert a pu débloquer 168 millions de dollars. Oui, 168 millions de dollars, oui, à peu près. Pour 8 pays et pour 8 projets qui sont plutôt intéressants. D'atténuation et d'adaptation, on peut vous les donner, Bangladesh, les Fidji, le Malawi, les Maldives, le Pérou, le Sénégal, l'Afrique de l'Est et la zone Caraïbe. Bon, 168 millions de dollars sur 8 projets. C'est vraiment un tout petit pas, puisque je vous rappelle qu'il y a 10 milliards dans le fond et que c'est 100 milliards qu'il faut. Alors, il y a des débats, évidemment, sur qu'est-ce qu'on compte dans les 100 milliards. Parce qu'aujourd'hui, l'OCDE considère que les flux entre le nord et le sud dans le domaine du réchauffement climatique, on va dire, c'est-à-dire de l'aide au développement, s'élèveraient d'ores et déjà de l'ordre de 60 milliards. Alors certains disent il faut prendre en compte ces 60 milliards et rajouter la différence pour atteindre les 100 milliards. Et d'autres considèrent, les pays du Sud en particulier, qu'il ne faut pas tout mélanger. Tout ce qui est aide au développement de tous les pays riches par rapport aux pays pauvres ne rentre pas nécessairement dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Et nous, certains d'entre nous, certains pays riches, aimeraient bien finalement réduire leur facture
facture en considérant l'ensemble des aides qu'il verse déjà. C'est donc un débat c'est un débat financier, et par les temps qui courent, on connaît tous la situation de la plupart de nos économies, même si là on travaille pour le bien de l'humanité et que tout le monde s'en sortira mieux si on fait les efforts nécessaires, les financements nécessaires. Il n'empêche qu'au moment où il faut sortir l'argent aujourd'hui, ou dans les toutes prochaines années, ça sera quand même un peu compliqué. Oui, un mot encore sur le financement. Bon, il y a une petite polémique quand même, hein, parce que là aussi, cette évaluation des 61-62 milliards pose problème, hein, pose question quand même. Hein. On sait très bien qu'il y a une grande partie de recyclage de crédits, en particulier des agences de développement des pays, etc. Enfin bref, on est incapable de savoir si c'est vraiment ces 62 milliards sont au rendez-vous. Et en tout cas, ceux qui le dénoncent, ce sont les pays en voie de développement qui expliquent, eux, qu'eux, ils ne reçoivent pas grand-chose et qu'on est loin du compte. Et je pense, en tout cas, moi, c'est mon avis, qu'ils ont raison et qu'on doit les soutenir de ce point de vue-là. Alors maintenant, on y rajoute, on dit qu'on va mettre 15 milliards de la banque de développement, etc. Enfin bon... Voilà, je veux dire, c'est aussi encore la chasuble qui va cacher un peu la misère. Hein. C'est un peu comme l'accord ou la révision de l'accord tous les 5 ans sur le financement, c'est un peu du même tonneau, du même acabit. Donc on est assez, nous qui connaissons un peu le sujet depuis des années, on est un peu dubitatif là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore ? Sur la position, on peut parler, je crois maintenant. Oui, c'est pas mal. Oui, je crois qu'on peut parler aussi, là en positivant clairement les choses, on peut parler de la position de l'Union européenne, qui, par rapport à toutes ces négociations, a une position qui nous semble parfaitement claire, dynamique, positive, et nous nous efforçons par cette position et par d'ailleurs l'expérience que nous avons des engagements que nous avions déjà pris préalablement. Parce qu'on parlait tout à l'heure de Kyoto et du fait que les accords de Kyoto ont été largement dépassés, mais pas par l'Union européenne. L'Union européenne a tenu ses engagements. Rapport à Kyoto. Donc aujourd'hui, quand l'Union européenne s'engage, elle doit être crédible. Et de ce point de vue-là, il a été décidé, et nous avons suivi ça depuis de nombreuses années, parce que c'est un processus à travers des directives, à travers des engagements de l'Union européenne. Nous sommes aujourd'hui, je dirais, en pointe, l'Union européenne, dans le cadre des négociations. La France, bien entendu, mais l'Union européenne, dans son ensemble, aujourd'hui, si tous les pays du monde, on va dire les choses comme ça, prenaient des engagements différents, puisque l'Union européenne est dans une situation différente de celle de l'Inde, de la Chine, des États-Unis, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud et des autres. Mais si tous les pays du monde, finalement, avaient cette conscience et ces engagements que prend l'Union européenne, je crois qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc les engagements de l'Union européenne, il y a un mandat très clair, un mandat ambitieux, que Bernard peut peut-être détailler si tu veux. C'est 40, 30, 27, hein, 40 d'émissions de CO2, enfin de réduction d'émissions de CO2, les 27% d'efficacité énergétique et les 30% de mix énergétique avec les énergies renouvelables. Hein. Alors que les premiers engagements, il y a déjà maintenant une dizaine d'années, pas tout à fait, au moment où on a commencé d'ailleurs à suivre les négociations climatiques, c'était la directive énergie-climat, on appelait ça les 3 x 20. Hein, exactement, 20. Donc maintenant, on en est à 40, 30, 27, hein, c'est ça. Oui. Donc vous voyez, on a quand même beaucoup... 40, 27, pardon. On n'est pas à 30. Ah oui, ouais. Pardon, excuse-moi. Oui, mais quand même, nous, on a progressé dans nos engagements. Et on a tenu les engagements qu'on avait pris précédemment. Nous, l'Union européenne. Hein? Si on compare, par exemple, pour finir, hein, on ne veut pas allonger trop, mais si on compare avec les États-Unis, par exemple, et avec la Chine, c'est intéressant. Rappelez-vous cet accord entre la Chine et les États-Unis qui avait fait la une d'un grand quotidien du soir, ça m'avait fait hurler, où on avait barré toute la page « Accord historique entre la Chine et les États-Unis ». Nous, on l'a un peu décortiqué, cet accord. Les États-Unis, qu'est-ce qu'elles font ? Elles prennent l'engagement plutôt, de réduire leurs émissions de CO2 de 26 à 28%. D'accord ?
Mais attention, ils prennent comme référence l'année 2005. Nous avons pris en Europe 40% sur l'année 90. Or, de 90 à 2005, je ne vous dis pas les augmentations de CO2 qu'il y a eu. Donc, quand on ramène l'engagement des États-Unis de 26 à 28 sur nos bases à nous de calcul, c'est grosso modo 10-12. Et nous, on a 40. Quant à la Chine, alors c'est pas mal. La Chine, elle dit oui, on est talent, on y va, on fonce, etc. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, la Chine, nous, on prend l'engagement en 2030, puisque le point de passage c'est 2030, de stabiliser nos émissions. Ça veut dire qu'en clair, en creux, elle s'autorise de 2015 à 2030 à continuer à augmenter les émissions de CO2. Comme elle veut, voilà. Sans prendre d'engagement de limitation particulier. Voilà. Donc, et bien en disant, en 2030, on arrêtera la progression. Voilà. Donc, on ne vous fait pas un dessin à 7 tonnes par habitant pour 1 milliard 250 millions. 1 milliard 1 milliard 100, c'est l'Inde, 1 milliard 250. Bon, on est loin du compte, quoi. Voilà. Donc voilà un peu les engagements. Alors c'est bien, ça avance. Comme vous l'a dit Jérôme, il y a une prise de conscience, il y a une